Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Aujourd'hui, je vous parle de Ils ont acheté la presse, écrit par Benjamin Dorman, qui a été édité en 2014. Moi j'ai lu ça en 2015 aux éditions Jean Picolec. C'est un livre qui pèse presque 400 pages, ouais, avec tous les schémas et tout, vous êtes à plus de 400 pages, donc c'est un gros pavé. L'auteur, donc Benjamin Dorman, c'est un mec d'une cinquantaine d'années qui a été journaliste dans la presse financière, trésorier d'un parti politique, il a même été candidat à des élections européennes et législatives. C'est un mec plutôt orienté finance, un MBA en finance de l'université de Chicago, spécialisé en gestion de risque, crédit aux entreprises, ce genre de choses. C'est un livre qui est une description extrêmement bien sourcée, parce que vous avez sur les 400 pages que je vous ai données peut-être 70 ou 80 pages de notes. Je mettrai une photo ou deux pour illustrer le nombre de notes qu'il a inscrites dans le livre, donc c'est conséquent. C'est un livre qui est intéressant parce que en fait il parle de la collusion médiatico-financiaro-politique, donc ce qu'on peut appeler globalement le système, hein, ce qui est défini comme ça, le système, dans le langage courant. Et c'est un livre qui montre en fait cette collusion, qui parle beaucoup de ça. Donc c'est un bon livre si vous voulez vous faire des hauts de cœur sur comment ça marche en France. C'est un livre qui va avoir son effet, qui va vous dégoûter un petit peu de tout ce système-là, ce milieu-là. Et c'est un livre aussi qui indique l'état de, on va dire, de décrépitude de notre démocratie, parce que on nous bassine souvent on nous bassine souvent avec le fait que la démocratie, ça se mesure à l'indépendance des médias, hein. Donc là, je pense par exemple à la Chine, à la Russie, à la Turquie. Et on nous dit ça comme si en France, on était sur un socle sain. On va voir que c'est pas du tout le cas, que la presse aujourd'hui, elle est totalement sous contrôle et imbriquée dans une espèce de système général qui veut pas se remettre en cause et qui veut pas accepter la critique, on va le voir. Et c'est pour ça que c'est un livre qui est intéressant à lire, non seulement pour se remonter durement, mais aussi si vous avez des potes ou dans votre entourage des gauchistes là, qui répètent bêtement voilà, qu'il y a des pays qui sont sous contrôle et d'autres qui sont pas, et que comme si nous voilà on s'en sortait bien et tout. Donc ça c'est parfait, c'est un livre qui est parfait pour leur rappeler simplement que ce qu'il raconte c'est du storytelling médiatique, et qu'en France on est totalement à la ramasse sur cette problématique là. C'est-à-dire que la presse n'est absolument pas libre par rapport au pouvoir, qu'il soit politique ou économique. On va le voir ensemble, le livre il balaye un peu plusieurs problématiques, hein, la relation avec l'État, la qualité de la presse, et à la fin aussi il y a tout un chapitre sur l'implication des réseaux internationaux, on va dire maçonneries, différentes maçonneries internationales qui existent. Il parle pas trop des lobbies communautaires, qui soient on va dire ethniques ou d'appartenance sexuelle, d'orientation sexuelle. Il en parle pas trop, mais on sait que ça a aussi un impact. Ça, il en parle pas, mais bon, voilà, ça pas besoin d'aller jusque là de toute façon. Avec tout ce qu'il donne comme exemple, on peut voilà facilement comprendre et prendre en compte le fait qu'aujourd'hui les médias tels qu'on les voit, ils sont pas du tout indépendants, et c'est ça le fond du livre, le fond du problème qui est détaillé ici. Donc pour commencer, moi je vais pas vous détailler tout ce qu'il y a dans le livre, hein. Si vous voulez vraiment vous donner mal au crâne, vous le lisez. Voilà, il parle beaucoup de la reprise du monde par Pigasse, Berger, Niel. Il parle de Denis Oliven. Il parle de Stéphane Richard, voilà, qui sont des gens qui ont été portés à la tête des médias, qui sont totalement du sérail, on va dire du système entre guillemets, donc qui démontrent le fait qu'il y a effectivement très peu de liberté intellectuelle et de critique objective qui peut émaner des médias. Pour commencer, on va parler de quelques illustrations qu'il donne dans le livre sur la qualité de notre presse aujourd'hui. Donc déjà, il identifie un problème de confiance. Hein, il y a page 17, il y a 72% des Français qui n'ont plus confiance dans les médias.
Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc évidemment, les médias depuis se sont défendus, hein. On a eu les décodeurs du Monde, on a eu je sais pas quoi d'autre là pour faire du complotisme, anti-complotisme, fake news et tout le bordel. Résultat, voilà, il y a 3 quarts des Français qui y croient plus à ce que les mecs disent, pas forcément aux faits, mais surtout aux lignes éditoriales. Je pense que c'est ça qui doit être gardé en tête. Les Français d'ailleurs, c'est des gens qui sont assez lucides sur la problématique, parce que quand on leur demande, page 33, dans un sondage, s'ils pensent que la presse ne fait pas correctement son travail, on leur demande, pensez-vous que si l'État aidait moins la presse, ferait-elle plus d'efforts pour être attractive, c'est-à-dire pertinente, hein, et cohérente? Il y a 68% des gens qui disent oui, il y a 27% des gens qui disent non. Donc vous avez encore 2 tiers des gens qui confirment, qui sont lucides sur la situation. Il y a un manque d'impartialité qui est évident. Et d'ailleurs, là, je vais mettre un petit exemple rapide, mais page 67, il prend un exemple, ce qui s'est passé à Libération, quand il y a Bernard-Henri Lévy, donc BHL, qui dans un de ses livres avait cité Botul comme philosophe, qui est un philosophe qui n'existe pas. Et quand les internautes se sont moqués de lui sur les fils de discussion sur Libération, bah, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que tout simplement censurer les fils. Voilà, ils ont fermé les fils. Et comme par hasard, BHL, bah, il était au conseil de surveillance et actionnaire de Libération. Voilà. Donc ça montre pourquoi, en termes de chiffres purs, la presse française, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a 40% de la presse qui est détruite. Des fois même, il y a 90% de la production qui est invendue, hein, selon les titres. Par exemple, si on compare avec l'étranger, hein, pour se mettre un peu en perspective, le seul site du Guardian en Angleterre, il a plus de visiteurs uniques, c'est-à-dire il en a 23 millions par mois, que l'ensemble des 10 quotidiens nationaux français, des 10 plus gros quotidiens nationaux français. Donc ça vous montre que, alors on sait que les anglo-saxons ils sont très forts pour ça, mais ça vous montre qu'en effet, en Angleterre, il y a encore des journaux qui sont attractifs, ils sont 10 fois plus attractifs que nos journaux moyens. Voilà. Et sur les chiffres, pour terminer, il faut voir que la presse, elle survit aussi parce qu'en fait, elle a énormément d'aide qui vient, on va dire, de certaines entreprises. Par exemple, on a Air France qui, via les abonnements qu'elle a avec la presse, achète entre 15 et 20% de toute la presse nationale. Ça fait 25 millions d'exemplaires de journaux et magazines par an. Je sais pas si vous voyez le truc, mais en gros, les mecs, ils vivent de ça. Et d'ailleurs, il met en exergue le coup des Inrecuptibles. Donc c'est un magazine qui a été repris par Mathieu Pigasse, dont on va reparler plus tard, mais certains qui intéressent, ils ont qu'à googler le nom ils ont qu'à googler le nom et ils trouveront la page Wikipédia du mec. Et depuis que le mec a repris les Inrecuptibles en 2009, donc ils ont perdu des abonnés, ce qui fait que ça a perdu des ventes. Et pour compenser ce qu'il a fait, c'est Air France, maintenant les compagnies aériennes, quoi, mais Air France sûrement en première ligne, qui fait 20% de leurs ventes. Avant son arrivée, c'était 0%. Donc en fait, il y a un transfert des abonnés vers des clients globaux à moitié détenus par l'État. Donc ça montre bien, si vous voulez, cette évolution. Hein, ça c'était en 2009 et aujourd'hui, voilà, ça montre bien comment ça marche, comment la presse aujourd'hui elle continue de vendre, parce qu'en fait plus personne achète cette merde. Alors la raison pour laquelle plus personne achète cette merde, c'est qu'il y a un problème de classe. C'est qu'aujourd'hui les journalistes ils sont extrêmement protégés dans une petite bulle à eux. Sur laquelle on va revenir derrière. Donc, comme je le disais, ils font partie un peu du système, de la petite bulle de système de collusion médiatico-politico-financière. Et il y a un exemple qui est, je pense, extrêmement parlant, c'est le journal L'Humanité, donc qui est un journal d'extrême gauche que tout le monde connaît, hein, la fête de l'UMA, tout ça, qui est censé être là pour défendre la cause des travailleurs. Et en fait, dans ce journal, donc là on est en 2014, dans ce journal, vous avez 167 cadres qui sont là pour encadrer 56 employés. Donc déjà, et il faut savoir qu'il n'y a plus aucun ouvrier. Hein. Le dernier ouvrier, il a quitté le groupe en 2011, hein, le groupe de presse de l'UMA. Donc ça veut dire quand même que aujourd'hui, un journal qui est étiqueté extrême gauche, il y a 3/4 des gens qui travaillent là-dedans, c'est des cadres, 1/4 c'est les employés, et il n'y a plus aucun ouvrier. Donc faut pas s'étonner que les mecs soient totalement déconnectés dans leurs propos de la réalité de ce que vit le français moyen qui, lui, est plutôt un ouvrier, tu vois, ou un employé. Voilà. Alors évidemment, tout ça provoque une espèce d'idéologie gauchiste, hein, des journalistes. Donc
l'auteur ici, il en parle, hein, du problème de la fermeture idéologique de la presse française. Et donc par exemple, ce qui fait, c'est qu'il prend en exemple des votes internes lors des élections présidentielles. En fait, dans les rédactions, ils mettent des urnes et ils font des votes internes pour voir qui vote quoi. Et donc, vous avez par exemple, pour l'élection de 2012, vous avez à Marianne, donc qui est un journal de gauche certes, mais 40% des journalistes de Marianne votent Hollande, 32% votent Mélenchon, ça fait que c'est 72% à eux deux, et vous rajoutez 5% d'Eva Joly qui est aussi étiqueté à gauche avec son écologie les Verts là, ça fait que vous avez plus de 3/4 des journalistes là-dedans, de Marianne, qui sont étiquetés de gauche à l'extrême gauche. Et en face, vous avez Sarkozy et Le Pen qui récoltent 0, moins que Poutou et Cheminade. Alors que bon, voilà, en 2012, Sarkozy il est au deuxième tour. Donc en termes de représentativité, c'est quand même compliqué quand vous avez une rédaction qui est à 3/4 de gauche, quoi, entre guillemets. Et même si vous allez sur les journaux de droite, parce qu'il donne un exemple du Figaro, au Figaro, c'est pareil, sur cette élection-là, c'est le candidat de gauche, donc Hollande, qui est donné vainqueur. Il donne un autre exemple, dans les rédactions, donc pour illustrer que dans les rédactions tout le monde est de gauche, donc ça concerne toujours Marianne, mais donc c'est là où il y avait 3/4 des mecs qui votent totalement à gauche, hein, on va le dire. Par exemple à Marianne, vous avez 9 journalistes sur 10 qui est pour la légalisation des sans-papiers sans contrainte. Et donc effectivement, dans ce contexte-là, on est sur de la gauche, mais on est carrément sur du gauchisme. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie là qui est présente, et elle est distillée dans les lignes éditoriales, et malheureusement, effectivement, vous avez un décalage complet, parce qu'il n'y a pas 9 Français sur 10 qui sont pour qu'on légalise les sans-papiers sans contrainte, sans rien. Et c'est ça qui quelque part est destructeur pour la presse en termes de performance, de cohérence, de pertinence. Alors c'est pas la seule chose, vous avez aussi une autre petite illustration, hein, page 319 pour l'élection de 2012, où vous avez une tribune qui a été faite par 27 économistes, hein, en faveur de Ségolène Royal. Voilà. Et les mecs se présentent en disant « Nous sommes des économistes au parcours et aux opinions variées ». Donc là, sur les 24 personnes, il y a 22 sont des professeurs-chercheurs dans le secteur public français. Voilà, et ils s'engagent tous pour la candidate socialiste, hein, en 2007, voilà, Ségolène Royal. Et les mecs vont dire, ouais, on est variés, on est machin, on est truc. Sauf que c'est pas possible. C'est pas vrai, déjà, et c'est pas possible. Alors, cette idéologie de gauche, elle vient, comme je le disais, du fait qu'il y a un problème de classe, qu'il y a un problème de mentalité dans les rédactions. Ils sont hyper orientés à gauche. Et ils sont un peu pantouflards. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, leur business, le business de la presse, il est surprotégé par l'État. C'est-à-dire que quand tout le monde se casse la tête à essayer de trouver du chiffre et de faire de la marge, eux, ils s'en tapent. Parce qu'ils sont aidés par l'État, ils sont sursubventionnés. C'est même pas aidés, ils sont sursubventionnés. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça date pas d'hier. Parce qu'en 82, donc 82, hein, ça fait 40 berges maintenant, il y a un taux de TVA qui a été particulièrement créé pour la presse. Il est exceptionnellement bas, c'est le taux super réduit, il est à 2,1%. Donc ça date d'il y a 40 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Et dans le même temps, vous avez un abattement fiscal de 7 650 € pour chacun des 37 000 détenteurs de presse, enfin d'une carte de presse, une carte de journaliste. Voilà. Donc ça veut dire que les mecs, on leur fait une TVA super réduite et en même temps on leur fait un abattement fiscal. Et donc effectivement, ils sont pas au même, le business il est pas au diapason des autres. Vous n'êtes pas au diapason des autres, quoi. Moi je prends pas, moi quand je fais un truc, je prends 20% de TVA dans la gueule, je prends pas 2%, c'est 10 fois moins. Et j'ai pas d'abattement fiscal parce que j'ai un métier de je sais pas quoi. Sur l'abattement fiscal, faut quand même noter un truc, c'est que d'ailleurs c'est pour montrer que le rapport au pouvoir il est pas gauche-droite, il est pas ambivalent comme ça, il est continu. C'est que en 2012, fin 2012, il y a eu un amendement qui a été porté par je sais pas qui pour réduire l'avantage fiscal de 10%, et la majorité socialiste à l'époque à l'Assemblée, elle a voté non. Donc vous voyez bien, là les socialistes, pas de problème, ils protègent la presse. On se dit bon, elle est de gauche, c'est logique. C'est vrai que jusque là c'est pas très cohérent, c'est révoltant, mais tu te dis pas tiens c'est super bizarre. Sauf que c'est pas les seuls. C'est pas les seuls, donc, parce que
Sarkozy, quand il arrive au pouvoir, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a commencé, il a arrosé lui aussi. Il a commencé à arroser. Donc, par exemple, tu vois, suite aux états généraux de la presse, donc ça je sais plus en quelle année c'était, mais c'était pendant son mandat, il a rajouté 600 millions d'euros de subventions supplémentaires sur un business qui vaut 10 milliards. Donc ça fait 6%. Il a défiscalisé les dons à la presse à hauteur de 2 tiers, comme pour les associations de loi 1901. Ce qui fait qu'un lecteur qui veut filer de l'oseille à son journal, quelque part, il est plus financier, quoi. Il devient mécène, limite. Hein. Et tout ça en créant une petite niche fiscale supplémentaire pour le qui va bien. Et aussi sous Sarkozy, les dépenses de communication de l'État et des institutions publiques au global vers la presse écrite, elles ont doublé. Et ça a rajouté 18 millions. Donc ils sont passés de 18 à 36 millions au total. Hein. Donc ça, c'est clairement une preuve d'économie administrée et c'est du gaspillage d'argent public décidé par Sarkozy lui-même. Donc c'est là qui est marrant, c'est que Sarkozy, qu'on a soi-disant dans les médias attaqué, en fait, tu te rends compte que d'un autre côté, il leur file plein de blé. Donc les mecs, ils l'ont attaqué, effectivement. Ils l'ont attaqué sur son côté bling-bling, ils l'ont attaqué sur sa personnalité, ils l'ont attaqué sur sa taille, sur ce que tu veux. Mais tu comprends mieux pourquoi personne l'attaquait sur le fait qu'il a passé en force le traité européen à l'Assemblée en 2007, qui remettait en cause le vote qu'on avait fait par référendum en 2005, et que ça, c'est un sujet qui a été un peu occulté. C'est-à-dire que, voilà, tu files de l'oseille, les mecs t'attaquent, mais pour faire du cinoche, quoi. En vérité, ils t'attaquent pas sur le fond, ils t'attaquent pas sur vraiment ce que t'as fait j'allais dire de mal, pas forcément de mal, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont d'accord avec ça, mais ils t'attaquent pas sur là où t'es attaquable. Ça, c'est l'exemple de Sarkozy. Pour finir sur cette subvention, il faut quand même comprendre que c'est des gros montants. Donc tout à l'heure je parlais de 6%, là 600 millions sur 10 milliards, donc c'est du gros montant. Faut comprendre que notre presse écrite, c'est la plus payée au monde par un pouvoir démocratique. C'est-à-dire que c'est la presse qui est la plus subventionnée au monde par un pouvoir démocratique. Donc c'est ce que je disais au départ, quand les mecs sont là, ouais, la Russie, la Turquie, la Chine, ou Autriche, je sais pas quoi, mon truc. Non mais nous, on est pas mieux, les gars. Au total, entre Sarkozy et Hollande, on arrive par an à un total de subventions, donc ça c'est le calcul de l'auteur évidemment, mais qu'il a sourcé et qui démontre, de 2,3 milliards de subventions sur 9 milliards de CA. Voilà. Donc moi je disais 10 milliards parce que ça aussi. Donc voilà, c'est quasiment un quart. Donc c'est énorme. C'est limite une délégation, c'est limite une sur-subvention, mais c'est ça. Si on rapporte ça à l'exemplaire vendu, on constate par exemple qu'un quotidien français, il est 5 fois plus subventionné qu'un quotidien suédois. Je sais pas si vous voyez, c'est-à-dire qu'en Suède, les mecs ils reçoivent 5 fois moins de subventions que les mecs de chez nous, quoi. C'est surréaliste. Le Monde, par exemple, en 2013, ils ont reçu 16 millions d'aides directes. Hein, ce qui fait que Le Monde, c'est le titre le plus aidé de tous. Et Libération, eux, ils avaient récupéré près de 9 millions d'euros de subventions, soit 15% de leur chiffre d'affaires. Hein, ça c'est en 2011. Donc je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que les mecs ils te filent 15% de ton chiffre d'affaires en subvention. C'est quand même incroyable. Et enfin pour terminer, on a aussi le cas de l'Humanité qui était en faillite totale fin 2012 et t'as le directeur qui a tout simplement demandé que on nationalise quoi. Pourquoi on nationalise pas notre journal? Après tout, on est en train d'être au naufrage donc faut nous voilà. Et tout ça pour soi-disant sous couvert de diversité de la presse. Donc effectivement, ça fait doucement rigoler et puis on a envie de se taper des barres. Se taper des barres en entendant ça, quoi. Les mecs d'extrême gauche qui demandent d'être nationalisés, c'est magnifique. Pour être indépendant, enfin tu vois, ça n'a aucun sens. Et en plus de tout ça, c'est qu'il y a les journaux, mais il n'y a pas que les journaux, parce que même le premier distributeur de presse en France, c'est une société qui s'appelle Prestalis, ils étaient en redressement judiciaire, alors qu'on l'État leur a filé en aide publique, versé sur 9 ans, 165 millions d'euros d'aide. Ça veut dire quasiment 17 millions d'euros d'aide par an. Et les mecs, ils arrivent quand même à être sur la paille avec autant d'oseille qu'on leur file avec nos impôts. Donc ça fait quand même mal au cul. Donc pour terminer, sur ce passage, je vais lire un petit passage du livre sur l'Institut Montaigne. Donc l'Institut Montaigne, si vous savez pas ce que c'est, pareil, vous googlez, il y a la page Wikipédia, je vous la fais courte, c'est des mecs qui sont classés comme libéraux, hein, clairement. Ils ont proposé par exemple des fortes réductions de dépenses publiques, augmenter le travail des fonctionnaires, rendre dégressive l'indemnité chômage, créer des franchises de remboursement médical,
Enfin, réduire les allocs familiales, voilà. Et les mecs, en 2012, ils ont soutenu Sarkozy ouvertement, à tel point qu'ils ont même été suspendus de publicité sur BFM et RMC. Et en 2017, évidemment, ils étaient derrière Emmanuel Macron. Comme c'est étonnant. Et bien, même ces gens-là, voilà ce qu'ils disent. Parce que la presse française est la plus aidée au monde, parce que ces aides, plutôt que de contribuer à véritablement moderniser le secteur, l'infantilisent au contraire, il est nécessaire de mettre définitivement un terme aux aides directes de l'État à la presse et de demander aux rédactions de prendre leurs responsabilités. À moins de considérer que la publication aidée de quotidiens de moins en moins lus relève en fait d'une délégation de service public. Donc là, voilà, je pense on a bien cerné le fond du problème. C'est que voilà, la presse, elle est dopée à l'argent public, et les mecs, résultat, ils font plus leur taf. Voilà, c'est tout simple. Bien sûr, tout ça, ça serait pas final si on n'avait pas le côté financier dans l'histoire. Donc là, je vous ai parlé de l'État, les journalistes, les lignes éditoriales, mais tout ça, c'est pas suffisant, parce que ça serait pas vraiment à gerber si les mecs à la tête des journaux, c'était des gens un peu respectables. Simplement, évidemment, c'est pas le cas, et on va le voir là dans les exemples que je vais donner. Hein. Donc déjà, faut bien voir qu'on a des gens qui acceptent de perdre durablement de l'argent dans les médias pour des raisons pas toujours saines, ni économiquement, ni démocratiquement, telles, entre guillemets, l'influence sur la société. Hein, ça, c'est pour reprendre les propos du repreneur de Libération, qui est Edmond Rothschild. Hein, Edmond Rothschild, bon, je vous laisserai googler aussi, il n'y a pas besoin, je pense, de faire un dessin. Donc il y a ces gens-là qui se mettent dedans, et puis vous avez cette idéologie un peu de fausse gauche. C'est-à-dire, quand je dis fausse gauche, on va me dire, oui, mais de quoi tu parles, nanana, nanana. Bah, c'est simple, par exemple, sur Le Monde, voilà, le principal journal d'information en France, il est tenu par deux financiers engagés, dont l'un, donc c'est Mathieu Pigasse, est l'ex-directeur adjoint du cabinet du numéro 2 de l'actuel gouvernement. Donc ça, c'était sous Hollande. Donc ça veut dire quand même que les mecs sont imbriqués, protégés, donnés par le système sur la direction. Mais c'est pas tout. Par exemple, donc on a eu dans Le Monde, on a eu Pierre Berger qui a repris Le Monde, et lui, il a pas, voilà, pareil, idéologie de gauche, enfin soi-disant de gauche, le mec. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, page 116, si une bombe explose le 24 mars sur les champs à cause de la manif pour tous, c'est pas moi qui vais pleurer. Hein. Donc, ouais, pour un mec de gauche dire ça, ça semble surprenant quand même, surtout que la manif pour tous, on peut être pas d'accord avec eux, très bien. Mais bon, c'est des familles qui ont défilé. Je veux dire, c'est pas des skinheads avec des brassards nazis, les mecs. Bon, bah, voilà, si une bombe elle pète dans leur gueule, Berger, lui, va pas pleurer. Bon, bah, très bien. Et d'ailleurs, il a menacé à l'intérieur du Monde, une fois qu'il avait repris Le Monde, il a menacé les gens, les titres, de les virer du groupe s'ils continuaient de faire des éditos contre le mariage pour tous, ce qui était le cas du journal La Vie. Hein, voilà. Édito qu'il a indiqué désapprouvé en tout point lors du conseil de surveillance du groupe. Il aurait même menacé de l'abandonner. Voilà. Et il dit, je suis venu au secours du Monde parce qu'il représentait une éthique que je partageais. Hein. Je ne suis pas obligé de supporter celle de La Vie, que je combats tous les jours. Hein. Donc le mec, lui, il est de gauche. Lui, c'est un mec de gauche. Là. Bon, ok. Je suis curé. Je suis curé. Alors, il y a aussi d'autres exemples sur cette fausse gauche qui dirige les médias. Là, il parle par exemple de Denis Oliven, qui est un pareil, vous le googlez, les gars, si vous voulez voir un peu le parcours. Je vais pas vous le donner ici. Ça prend 2 secondes, mais c'est un mec qui, quand il a quitté Canal+, il était directeur général adjoint du groupe. Il a chopé un chèque de plus de 3 millions d'euros. Et quand on lui a demandé, le monde diplomatique, quand on lui a demandé, mais vous pensez pas que c'est un peu abusif ce parachute doré là, parce qu'en fait il a voulu démissionner, mais non, on l'a licencié, et quand on l'a licencié, on lui a filé 2 ans et demi de salaire, donc c'était 3 millions d'euros. Et quand on lui a dit, tu trouves pas que c'est un peu abusif, parce que les clauses et tout ça, c'est pas clair, et puis le groupe va pas bien, et toi tu pars avec 3 millions et tout, c'est un peu abusé tout ça. Ah, le mec il dit non, mais c'est pas un parachute doré. Un parachute doré, c'est quand vous partez avec 100 millions d'euros d'indemnité. Voilà. Et ça, pareil, c'est des mecs de gauche. Voilà, c'est des mecs de gauche. Donc effectivement, on est très très mal barré. Alors bien sûr, il y a une collusion avec le milieu
politique, hein, milieu politique. Et donc là, pareil, l'auteur, donc il raconte une histoire sur la Dépêche du Midi. C'est une histoire de famille un peu qui verrouille la direction du journal. Hein, c'est la famille Bailey, B-A-Y-L-E-T, et dont Jean-Michel était le détenteur du groupe de presse. Et en même temps, le mec, il était parlementaire et président du Parti radical de gauche. Donc ça veut dire que d'une main, il vote les lois sur les aides publiques directes de l'État à la presse, et de l'autre, en fait, il récupère l'oseille, puisqu'il est bénéficiaire privé à travers son journal, hein, qui au passage a reçu 4 millions de subventions étatiques en 2011. Donc là, il y a clairement un conflit d'intérêts. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure sur Mathieu Pigasse, qui était le numéro 2 du directeur de cabinet du gouvernement Hollande. Enfin voilà, ça va là. Il y a une collusion totale avec le milieu politique, et c'est assez, j'allais dire troublant, mais c'est même pas troublant, c'est gerbant, faut dire la vérité. Et d'ailleurs, il y a pareil, il cite, donc l'auteur, il nous fait le plaisir de citer la personne, donc Ezra Soulema, observateur étranger, spécialiste de détection de la future élite française pour le programme des Young Leaders. Donc en gros, dans le livre, à bout d'un moment, il parle de la French American Foundation, des Young Leaders. Voilà, c'est des groupes d'influence étrangers qui viennent en France recruter les élites françaises, en gros pour maintenir le statu quo général, pour filer du blé, pour prendre du bise. Voilà, c'est ce qu'on a. Je pense que ce que je dis là, la plupart des gens, ils comprennent l'idée. Si vous voulez, pareil, vous googlez les trucs. Ça sort sur YouTube, ça sort sur Google, ça sort sur Wikipédia. Il n'y a rien de secret dans tout ça, il faut juste taper les bons mots-clés. Et donc la personne nous dit quoi ? Paris est la ville où travaille l'élite. C'est à Paris que les contacts se font et qu'il est facile de les entretenir. Les mêmes gens se rencontrent dans les mêmes réceptions, les mêmes dîners, les mêmes cérémonies. Aucune capitale au monde n'a une telle prépondérance dans le pays. Hein, quand même. Et au-dessus, il n'y a personne, je te le dis tout de suite. Cela paraît parfaitement naturel pour l'élite française, qui jouit d'une proximité incestueuse avec le pouvoir et chacun de ses membres. Dans la vie politique, les affaires, le journalisme, la stabilité de l'élite française est évidente, même pour l'observateur le plus distrait. Ça veut dire que n'importe qui se pointe en France, il voit très bien qu'il y a un problème de collusion. C'est quand même si genre, et on va te parler de la Russie et de la Turquie et de je sais pas quoi et de l'Algérie et de je sais pas quoi. Mais chez toi, mais les mecs qui vont te dire ça, nos amis les gauchistes BA, ils vont te dire ça comme si nous en France on était au-dessus de tout le monde. Ben non, t'es quasiment le pire pays de la terre. C'est ce qu'elle est en train de t'expliquer la meuf qui recrute. C'est pas une française, elle. La France reste une des rares sociétés où l'appartenance à l'élite, une fois acquise, devient permanente. Cela garantit d'être membre à vie, ce qui s'accompagne de nombreux avantages. Réseau, accès à des emplois réservés, merveilleuse sinécure, risque de chômage inexistant. Et donc là, la personne, elle a fait tout son truc là. Avant de conclure, la France pensait avoir remplacé l'aristocratie par la méritocratie, mais au bout du compte, la France est devenue ce qu'on pourrait appeler une aristocratie diplomaniaque, une aristocratie fondée sur les diplômes. C'est une classe de mini-monarques qui dirige la société. Voilà. Donc, en conclusion, sur ce passage également, il y a voilà, donc ça on a la Young Leader, merci. On a une autre illustration de la situation générale, c'est qu'on a donc Sarkozy, qui est le président de la République française, qui, quand il a fallu intervenir dans le choix des repreneurs du monde, enfin, pas quand il a fallu intervenir, c'est-à-dire qu'il est intervenu dans le choix des repreneurs du monde, hein, qui est le premier hebdomadaire français, celui qui fait l'appui et le beau temps quasiment sur l'opinion, le débat public, l'opinion publique, hein, c'est une référence, d'ailleurs c'est eux les décodeurs et tout, c'est eux. Hein, donc il est intervenu, ça a permis l'implication d'un mécène de la précédente candidat socialiste à la présidentielle, hein, Ségolène Royal. Donc ça c'est Pigasse et de ça, et d'un banquier d'affaires en carte TPS, ancien conseiller technique de DSK, puis directeur adjoint de Fabius, actuel numéro 2 du gouvernement actuel. Donc c'est-à-dire que c'est grâce à Sarkozy qu'on a une implication, pour reprendre le monde, de Pierre Berger, pardon, je disais le banquier, le mécène c'est de Royal, c'est Pierre Berger, et d'un banquier d'affaires qui est en carte TPS carrément, et qui est ancien conseiller technique de DSK, et directeur adjoint de Fabius. Fabius quoi, je veux dire, le mec c'est des grosses têtes quoi, DSK, Fabius c'est de la grosse tête de chez grosse tête. Et ça c'est Sarkozy qui a permis ça. Alors, effectivement, il y aurait des choses à dire sur Sarkozy, Fabius, DSK, voilà, il y a un réseau à l'intérieur de ça qui les relie, on est bien d'accord, mais tu te dis quand même que t'as le concurrent des mecs qui intervient pour que ce soit eux qui reprennent le journal qui fait l'appui et le beau temps sur l'opinion et le débat public en France. Donc là, vraiment, s'il n'y a pas un problème de consanguinité totale
Euh, je veux dire, voilà, les personnes qui comprennent pas ça, après avoir écouté la vidéo que je viens de faire, et c'est juste des demeurés. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que effectivement, les journalistes, ils racontent les faits. Ça, il y a pas vraiment de problème. Le fond du problème, c'est les lignes éditoriales. Les lignes éditoriales, elles sont pas bonnes et elles sont orientées, biaisées. Et les mecs sont prêts des fois à mentir sur les faits pour valider leur ligne éditoriale. Voilà, donc ce livre le démontre très bien. C'est un peu long à lire, mais voilà, j'essaie de vous en sortir un peu la substance comme d'habitude avec quelques extraits du bouquin, quelques points qui permettent de positionner ça dans votre esprit. On est le 21 avril 2020 à 20h20. C'est toujours confiné, hein, tout ça. Et c'est vrai que par exemple, on se pose la question sur le traitement du confinement, du corona et tout ça. Bah voilà, dans un contexte comme ça, avec une presse, on va dire sous contrôle, voire même acteur d'un certain statu quo du système, hein. Et ça, c'est reconnu même par comme je disais tout à l'heure, par l'Institut Montaigne, même par des gens libéraux, ouverts et tout, mais qui sont quand même pour le marché, on va dire, normal. Bah ça pose question. Ça pose question. Voilà, je vous embrasse fort, j'espère que ça va. Gardez le moral. Et puis à bientôt.